bon. Bien, bonjour à tous. Et donc, bienvenue au château de la Roche. Je suis ravi de vous accueillir. C'est toujours un plaisir de partager un peu l'histoire de ce château avec les visiteurs. Je me permets de me présenter. Je m'appelle Marie-Paul-Émile Rouston. Je suis entrepreneur industriel, restaurateur et donc propriétaire de ce château qu'on a acheté avec ma chère et tendre épouse Marie-Caroline qu'on a peut-être l'occasion de croiser pendant la visite. Avant de commencer, je tenais particulièrement à vous féliciter parce qu'en franchissant cette porte ici, eh bien, vous venez d'effectuer ce qu'on appelle un voyage dans le temps. Alors, certes, assez imperceptible, je vous l'accorde, mais bien réel, puisque vous voici arrivé en 1910. Donc, bienvenue à vous en 1910. Sachez que ce voyage dans le temps n'a pas été rendu possible comme ça par magie. En fait, c'est grâce à un objet qu'on a ramené du Cambodge. Parce qu'avant de vivre ici, on a vécu une dizaine d'années au Cambodge. Et sur place, on a rencontré un ancien sorcier khmer qui est devenu un ami. Et le jour de notre départ, il va faire ce qu'on appelle un retournant de temps. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est ici, un retournant de temps? Personne? Non. C'est pas possible. Jamais vu, jamais utilisé, personne? Je m'étonnais là. Alors, bon, ce que je ferais peut-être dans ce cas pendant la visite, c'est que je prendrais le temps de vous présenter, pour que vous ayez un peu une idée de ce à quoi ça ressemble. Ok. Particularité assez importante de ce château aussi avant de commencer, c'est que lorsque nous sommes arrivés ici pour la première fois, donc c'était en 1900, on a pu percevoir, on a pu constater la présence de phénomènes qu'on pourrait qualifier de paranormaux. C'est pas pour vous faire peur. En fait, concrètement, ici, on a régulièrement entendu des voix. Sans en fait la provenance, ce sont des phénomènes, vous savez, qui existent dans les endroits qui sont chargés d'histoire. Peut-être même vous avez l'occasion de fréquenter ces endroits. Moi, si je vous en parle, c'est pas pour vous faire peur. En fait, c'est que concrètement, on a eu une visite il y a 3 ans ou 4 ans maintenant, qui s'est pas très bien passée. On a des manifestations comme ça qui sont produites. C'était catastrophique. Du coup, maintenant, on prend nos précautions. On en parle toujours un petit peu avant. Voilà, je vais pas m'épancher sur le sujet, il y a quand même très peu de chances que ça se produise aujourd'hui. Ça arrive surtout la nuit, rarement la journée en plus. Pas de questions particulières par ça, pas d'appréhension? N'hésitez pas, c'est le moment d'en parler avant, si vous avez quelques craintes, que je peux comprendre. Moi j'étais vraiment sceptique surtout par rapport à ça au début. Non, mais vous avez l'air confiant, très bien. Et bien on va pouvoir commencer, et on va commencer par la pièce la plus ancienne de notre château, qui se trouve être notre cuisine. Donc je vous invite à me suivre, c'est par ici. Ce sont des visiteurs du futur comme vous qui m'ont installé cette chose ici. Avancez pour qu'on puisse rentrer. Une forêt qui s'appelait Gérard de la Roche, en chevalier. Et à cette époque-là, lorsque le château est construit, déjà il était beaucoup plus petit que ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Déjà il n'est pas très grand, hein. Vous allez voir comment on fait assez vite le tour. Mais pour vous donner un aperçu de sa taille au Moyen-Âge, eh bien ça c'était le mur de façade nord et là le mur de façade sud. Voilà, cette pièce c'était la pièce la plus grande du château. Pour l'anecdote, on l'appelait la salle des banquets. Je vous laisse imaginer un peu l'allure des banquets à l'époque. D'ailleurs, le terme de maison forte, c'est quand même beaucoup plus approprié pour parler de ce château plutôt que château fort. Si on compare au grand château fort qu'on connaît tous, restons modestes, maison forte et plus Qu'une maison forte. Qu'une maison forte par le Saint-Esprit. ça recommence. Aussi bien être mort et enterré pour entendre pareille chose. J'ai bien fait de vous prévenir. Je pensais pas si bien dire il y a un instant. Alors là, il semblerait que nous ayons réveillé la susceptibilité de Gérard de la Roche, justement le propriétaire qui a construit ce château au Moyen-Âge, qu'il a construit avec une fonction bien particulière ici. À la base, il a été construit pour servir de point de péage féodal. Pour sûr. Et j'ai veillé à ce que cette maison forte remplisse sa fonction, que diable. Un piton rocheux isolé au milieu du fleuve, s'élevant à 30 mètres au-dessus de l'eau. D'épaisses murailles entourant le rocher, une tour de garde, un donjon surplombant la Loire, des créneaux profonds. Ah, c'était autre chose que la fantaisie qui est devenue votre château. Ah oui, effectivement, alors laissez-moi vous rappeler quand même que nous sommes aujourd'hui en 1910, cela fait bien longtemps que ce château n'a plus cette fonction de péage tout de même, en étant Et c'est bien dommage, car c'était là sa destinée. Oui. Quelle fierté d'être missionné par Monseigneur, le comte du Forêt, pour défendre ses intérêts face aux sires de Charsala.
Hein, les seigneurs du fief voisin de Saint-Prié. Ah, nos manières étaient sans doute plus viriles que les vôtres, mais notre efficacité au combat sans pareil. Et par son emplacement stratégique, Montrocher, devenu maison de péage, a pris de l'importance. Personne ne pouvait prétendre passer le fleuve ou la route sans payer son dû. Et ma famille qui a donné ses lettres de noblesse à ce chat. Oui, alors puisque vous nous parlez des lettres de noblesse de votre famille et de ce château, peut-être pourriez-vous nous présenter votre blason, ça pourrait éventuellement peut-être nous intéresser. Par exemple, vous pourriez nous montrer votre bouclier ou votre sceau. Qu'en pensez-vous, Girard? C'est impossible. Je ne retrouve plus mon sceau. Avec tous vos travaux, vous me l'avez égaré. Ça va être de notre faute. Vous m'aider à le retrouver? Ça va être un peu compliqué, là, on s'apprêtait à faire un tour dans le château, je ne sais pas trop quoi vous dire. Alors, je vous laisse à vos recherches. Ah bon? Faites. Adieu. Ça commence fort, alors je pense qu'il est parti. Est-ce que tout le monde va bien? Oui. Ouais? Pas trop de palpitations cardiaques particulières? Les enfants, ça va? Tout ça un petit peu fébrile? Non? Bon. Bon, je répète, pas de danger particulier. Alors, maintenant j'aimerais attirer votre attention, si vous voulez bien, sur ce beau carrelage qui est présent sur quasiment tout le rez-de-chaussée de mon château, que j'ai moi-même posé ici en arrivant, donc c'était en 1900, et qui provient des usines Serrabati à Paray-le-Monial en Saône-et-Loire, pour ceux qui connaissent, extrêmement réputées en ce début du XXe siècle. Et si je prends le temps de vous en parler, c'est qu'il a une particularité, ce carrelage, c'est qu'il est teinté dans la masse. En fait, ça veut dire que les couleurs, les motifs que vous voyez en apparence, eh bien, ça va se reproduire sur quasiment toute l'épaisseur du carreau. Conséquence, selon vous? Si ça casse, pas de différence de couleur. Ouais, autrement dit, quasiment inusable. Moi, je suis prêt à vous parier que si vous revenez ici dans un siècle, il sera toujours là en très bel état. Hein. Si certains veulent prendre des paris. Qu'à cela ne tienne. Poursuivons, on va monter cette fois-ci à l'étage. Pour cela, on va emprunter un escalier dont je suis particulièrement fier, je vais vous en parler. C'est moi qui en ai fait les plans, c'est pas moi qui l'ai bâti, simplement les plans. Je vous en parle dès qu'on sera arrivé sur le palier. Je vous laisse me suivre, c'est par ici. Je peux vous dire qu'au repas de famille, on ne s'ennuie pas. Très souple, donc, Henri. Merci, Henri. Je suis désolé. Marguerite se trouve actuellement allongée sur notre lit. Elles semblent être en train de dormir. Alors, ça ne va pas forcément perturber la vie, sauf si les trous ne se sentent pas de venir comprendre. C'est grâce à elle que le château va connaître ses plus belles heures de gloire. C'était la petite fille de Girard de la Roche, que vous connaissez maintenant, et elle va hériter du château, du domaine et des droits à la fin du XIVe siècle. C'était, dit-on, une femme très intelligente, surtout très indépendante, qui va faire rayonner, prospérer son domaine, notamment grâce à la construction de moulins, qu'elle va faire construire un petit peu tout autour de son château. Et ça, bien sûr, ça va permettre aux paysans des alentours de venir transformer le blé en farine. La transformation étant taxée, eh bien Marguerite va énormément s'enrichir, tant et si bien qu'elle pourra augmenter son domaine de plusieurs kilomètres autour du château, ce qui est assez colossal hein, pour le petit château que c'était au Moyen-Âge, encore une fois. Vous avez réveillé, Marguerite? Il faut dire que la discrétion n'est pas votre première qualité. Bienvenue à vous tous, Manon. Bonjour Marguerite. Écoutez, on s'excuse de vous réveiller comme ça en si grand nombre, mais puisque vous êtes maintenant bien présente parmi nous, peut-être pourriez-vous nous expliquer comment se fait-il qu'une femme comme vous ait pu avoir autant de pouvoir dans une époque... C'est assez simple en réalité. Ah oui? Les damoiseaux sont avant tout destinés à devenir des guerriers, Certes. des chevaliers, entraînés à protéger leur terre et celle de leur seigneur. L'armure. Si on peut aux damoiselles, elles apprennent à lire, à écrire. Elles apprennent également le latin, les sciences, ainsi qu'un peu de médecine. Ce sont les femmes, en outre, qui s'occupent du domaine quand les hommes sont à la guerre ou en voyage. Mais dans l'absence des hommes, les femmes disposent d'un grand pouvoir au Moyen-Âge. Notre Moyen-Âge, comme vous dites, est en ce sens plus moderne que ne l'est votre siècle décadent qui ne laisse aucune liberté aux femmes, mariées ou non. D'ailleurs,
Vos vêtements en disent long sur votre époque. Ça, j'imagine que c'est plutôt pour vous. Rappelez-moi, comment nommez-vous cette pièce qui contraint tant la taille des femmes? Ah, vous parlez certainement du corset. Un corset, c'est cela. Quelle invention barbare, mais à la symbolique transparente. La femme étouffée par son devoir de conformité aux désirs des hommes. J'espère que les temps à venir seront plus doux pour nos sœurs. Voilà, il faut bien reconnaître que la condition des femmes aujourd'hui, en 1910, n'est pas particulièrement enviable et que certaines choses ont peut-être même bien régressé depuis votre époque, Margaron. Notons tout de même que Marie Curie a reçu un prix Nobel il y a tout juste 7 ans. Une femme, un prix Nobel, voilà une belle avancée quand même. Quant à vous, Margaron, je vais quand même préciser à mes invités, si vous voulez bien, qu'il vous aura fallu attendre le décès de votre époux avant d'avoir votre liberté d'action et de pouvoir par la suite, ça me semble important. Voilà que vous tombez dans une sorte de mesquinerie caractéristique de la Quand roture. même, prenez pas mal. Votre conversation m'ennuie désormais. Je vous en prie. Par conséquent, je vais me recoucher. En espérant que vous soyez plus aimable à votre prochain passage. Le miroir, vous voulez bien? Merci beaucoup. Alors, cette première image, on n'est pas encore dans le futur, on est même pleinement en 1910, donc pas de surprise pour vous. Vous retrouvez le château de la Roche. Face au château, on peut apercevoir un petit bout de ma ferme ici, les pâturages là où viennent paître les animaux, bon, le niveau de la Loire que vous connaissez, pas de grands changements, pas de grandes heures. Et pour le château, va commencer une période d'abandon durant laquelle, vous avez vu, la végétation va reprendre ses droits. L'abandon va durer un certain temps, 30 ans, entre 1950 et 1980. Pendant cette période-là, le château ne sera pas habité, donc il va s'abîmer. On voit bien ici l'état des murs, la salpêtre est arrivée, les menuiseries sont pas en très bel état. Ceux qui ont le coup d'œil, par contre, peut-être aurez-vous remarqué mon carrelage qui semble résister aux assauts du temps. Et mon escalier aussi d'ailleurs, je le vois ici. J'en suis ravi. Donc 30 ans d'abandon. Et là, je prends plaisir à voir que mon château restera un petit moment dans le cœur des Rouennais, qui vont être nombreux à venir se restaurer dans mon ancienne ferme. Transformé ici, je vois, en café-restaurant, vue sur le château toujours à l'abandon. Et cet établissement eh bien, va connaître un très grand succès de par sa spécialité, la cuisse de grenouille. Tout le monde connaîtra un jour ce restaurant pour cette spécialité. Mal du barrage, pour tester un peu la résistance du barrage. Donc pour ça, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont laisser monter le niveau de l'eau le plus haut possible. L'eau rentre dans le château et surtout va y séjourner pendant plusieurs semaines. Et je vous laisse imaginer le résultat après 30 ans d'abandon, plus l'inondation conséquente comme celle-ci, l'état du château à l'intérieur. Suite au barrage, vous l'aurez compris, eh bien, on aura beaucoup de changements au niveau des gorges de la Loire, notamment, vous l'avez compris, l'eau monte de 30 mètres, ce qui change considérablement le paysage. Surtout ici, où auparavant, on était sur un site un peu pittoresque, car le château était perché sur un gros piton rocheux. On avait quand même 30 mètres de vide avant de toucher l'eau. Suite à la construction du barrage, on a plutôt l'impression que le château est posé sur l'eau dans un cadre un peu plus apaisé, plus romantique, on pourrait dire. Le niveau de l'eau est baissé ici, c'est qu'à la suite du barrage, chaque automne, EDF va vidanger le barrage, plus ou moins en fonction des années et des besoins, et cela bien sûr en prévision des crues automnales. Et ce qui permettra aux générations futures qui n'auraient pas connu le château avant le barrage de retrouver un peu le contexte de construction de ce château qui encore une fois a été construit bel et bien sur un gros rocher, gros piton rocheux. Ça fait 2 et 3. Ça n'a pas marché. Peut-être qu'il faut taper un peu plus fort. 1, 2 et 3. Le Saint-Esprit. Ces apparitions soudaines de gens étranges dans ma cour me feront toujours frémir. Je ne peux pas m'empêcher de me demander si cette sorcellerie n'est pas l'œuvre du malin. J'étais justement en train de donner ordre à mes soldats de se placer aux différents points stratégiques du château pour en assurer la protection. Mais je vous préviens, ne soyez pas choqués par mon langage. Ces bourses molles ont besoin d'être un peu malmenées
pour obéir aux ordres. Un chef doit savoir se faire respecter. Écoutez plutôt. Toi là, Magno, tu vas te poster en haut du donjon pour surveiller la circulation sur le fleuve. Quant à toi, Coquebert, au lieu de rester planté là, maillé aux corneilles, tu vas te poster vers le pont-levis et tu surveilleras l'entrée du château. Et toi, enfin, et ben tu resteras sur la rue et tu surveilleras la circulation à cheval. Hein, vous serez relayés toutes les 8 heures. Bande de sautards, si vous tenez à vos gages, il faut que nous percevions tous les péages de tous les passages sur l'eau ou sur terre. Alors ne laissez rien passer. Gardez l'œil ouvert et la pique ferme. Mort diable! Je dois maintenant vous laisser. Je vais aller faire le tour de mes terres pour m'assurer que tout est en ordre et vérifier l'abondance et la qualité des récoltes de cette année. Dieu nous aide. Même si mon aïeul m'a souvent parlé de ces apparitions impromptues, elles sont toujours aussi déroutantes. Cependant, bien veillez sur mon charmant domaine. Si vous me rendez visite, c'est que vous avez déjà rencontré mon ancêtre, le sieur Girard de la Roche. Je lui dois donc ce château et ses terres, et lui serai pour cela éternellement reconnaissante. Contrairement à lui, Mon château sous son coup de jour. Redistribution des pièces, boiserie pour orner les murs, tapisserie particulièrement onéreuse, soit dit en passant. Mobilier neuf dans toutes les pièces. Ah, j'ai dépensé sans compter. J'ai acheté une ruine. J'en ai fait un joyau. Ce château Thank you.